Bonjour, eh bien aujourd'hui on va entamer la série numéro 3 relative à la thermochimie. Mais avant de commencer la série, et puisque vous n'avez pas fait de la thermodynamique au lycée, je vais quand même faire un petit rappel qui résume l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour aborder la troisième série. Donc il s'agit d'une série de thermochimie, c'est-à-dire la discipline qui étudie les réactions chimiques. On va regarder les réactions chimiques sous un œil de thermodynamique. Donc, on va regarder l'évolution de réactions chimiques, même pas, ou étudier la réaction chimique, ou des types de réactions chimiques en moyen de la technique physique qui est la thermodynamique. Alors, la thermodynamique étudie des systèmes qui échangent de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc, en thermodynamique, ça c'est, si vous voulez, faut savoir ce que c'est la thermodynamique. Et on va l'appliquer à la thermochimie, c'est-à-dire aux réactions chimiques. Alors, la thermodynamique, elle étudie un système qui est séparé par une paroi de l'environnement. Donc là, c'est le système et ce qui l'entoure, c'est son environnement. Environnement. Donc la thermodynamique s'intéresse surtout à l'échange. Dans le cadre du programme, surtout on n'échange pas de la matière, c'est-à-dire le système est isolé du point de vue matière, et on va s'intéresser uniquement aux échanges d'énergie, c'est-à-dire le système, il échange de l'énergie. Donc soit il donne de l'énergie, soit il la reçoit. Et on s'intéresse surtout aux deux formes d'énergie, c'est-à-dire le travail et la quantité de chaleur. Alors, en général, le travail échangé, c'est toujours, il a une expression, l'intégrale de moins P dV. Il y a une seule formule, c'est moins P dV en intégrant entre un état 1 et un état 2 si le système se transforme d'un état d'équilibre 1 vers un état d'équilibre 2. Alors, tandis que la quantité de chaleur, elle a plusieurs formes en fonction de paramètres d'état, PV, T et bien sûr le nombre de mots. Et donc le système, il est, on dit, à l'équilibre si l'état du système
reste constant. Et les tâches du système, on les décrit généralement par les paramètres P, V et T. Si ces trois paramètres sont constants, le système est à l'équilibre. C'est-à-dire, ces trois paramètres, c'est constant, donc il est au repos, c'est-à-dire à l'équilibre. C'est-à-dire, il n'évolue pas, il n'y a pas d'évolution. Donc, s'il évolue, il va échanger de l'énergie et bien sûr, ces paramètres vont changer. On peut avoir un changement de trois paramètres ou de deux ou d'un seul paramètre. Cela dépend de la nature de la transformation. Et cette discipline qui est la thermodynamique, la thermo, je vais simplifier, quand je dis thermo, ça veut dire thermodynamique. Donc la thermo repose essentiellement sur quatre principes. Comme vous avez étudié la mécanique en 7e année, la mécanique, elle repose sur ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. C'est la fameuse équation, la somme des forces extérieures égale M gamma. Donc c'est un principe que l'on établit, établi par la loi de Newton, la somme des forces extérieures égale M gamma. Donc si je connais les forces extérieures d'un système, implique que je détermine gamma. Et gamma, elle est fonction de x, y et z, donc je peux déterminer ce que j'appelle la trajectoire. De même, il faut pour cette nouvelle discipline, pour vous, savoir les principes. Alors, pas comme en mécanique, il y a un seul principe fondamental, mais en thermo, il y a plusieurs principes qui sont quatre. Alors, il y a ce qu'on appelle le principe zéro, qui dit que deux corps à deux températures différentes, si on les met en contact, ils vont avoir la même température. Ça veut dire que c'est un principe qui décrit l'équilibre, on dit, thermique. C'est-à-dire si un corps A ATA, je le mets en contact avec un corps T A et B en contact avec une paroi qui est d'échanger entre les deux la chaleur. Donc le corps chaud va céder au corps froid une quantité de chaleur pour que les deux systèmes A et B auront la même température et cette température finale, elle est entre les deux, supposons que TB est supérieur à TP, c'est une moyenne entre les deux. C'est ça le principe zéro. Donc c'est un principe parce qu'on ne peut pas le vérifier expérimentalement. Donc c'est évident qu'il s'établit l'équilibre parce que le moyen de vérifier est-ce que ce principe est réel, c'est qu'il faut
mesurer la température. Or, la mesure elle-même de température repose sur l'équilibre thermique. Donc là, c'est un principe très évident. Alors, il y a le principe, on dit principe 1 ou premier principe. Donc, le principe 0, et là, il y a un deuxième principe qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Et c'est un principe, il a plusieurs énoncés, mais je vais l'énoncer sous la forme d'équivalence d'énergie thermique et travail. C'est-à-dire, la quantité de chaleur est équivalente à W. Parce que avant ce principe, on avait une différence. On considérait que la quantité de chaleur est tout à fait différente du travail. Mais là, après ce principe, on a remarqué que ils sont équivalents parce que on peut transformer W, on peut le transformer en quantité de chaleur, et comme la quantité de chaleur, on peut la transformer en travail. Donc ils sont les mêmes, et c'est une énergie. Ce qui va nous permettre de dire que pour un système donné, toujours un système, lorsqu'il se transforme d'un état 1 à un état, par exemple, 2, s'il échange W, il y a toujours une petite quantité de chaleur qui est échangée. Et s'il échange la quantité de chaleur, il y a un petit travail qui s'échange aussi. On ne peut jamais avoir une transformation qui échange uniquement du travail ou uniquement de la quantité de chaleur. Toujours le changement, l'échange de chaleur est accompagné avec un peu de travail. Et le travail l'échange d'un travail est accompagné d'une quantité de chaleur. Alors, on peut remarquer cela sur les coutumes du jour. Par exemple, si je frotte les mains, ça c'est un travail. Mais on remarque que les mains s'échauffent. On ne peut pas éviter ça. De même, si par exemple dans une cocotte, je veux cuire ce qu'il y a dedans, donc je chauffe, donc je donne de la chaleur à la cocotte et je remarque qu'il y a le truc qui tourne au-dessus de la cocotte et je ne peux pas l'éviter. Toujours il est accompagné. Si je ferme, si je le coince, comment on l'appelle, sphara, tout ça va sauter. Donc toujours un échange de chaleur est accompagné de travail. De même, un échange de travail est accompagné de chaleur. Donc, pour que je fasse un bilan correct, il faut que je somme les deux. Parce que si je fais le bilan par rapport au travail, je vais louper la chaleur. Donc, pour faire un bilan correct, on va dire que toutes ces deux formes d'énergie
font partie de ce qu'on appelle l'énergie interne et que j'appelle, si un système se transforme, si bien une transformation qui est schématisée par delta U, c'est égal à la somme de W plus Q. Ça veut dire que la variation de l'énergie interne est la somme des deux. Parce que si je me réfère à W, je vais louper le Q. Et si je me réfère à Q, je vais louper W. Donc il faut les sommer pour faire un bilan correct de l'énergie, quelle que soit sa forme, que ce soit sa forme chaleur ou travail. Et on s'intéresse à ce qu'on appelle la variation d'énergie interne. Et là, on a construit ce qu'on appelle U est une fonction d'état. C'est-à-dire un ne dépend pas du chemin suivi. Ça veut dire que si j'ai un état 1, un état 1, le système va se transformer vers un état 2, et là le système il va échanger une énergie interne de cet état au cours de cette transformation. Donc j'ai le droit d'imaginer un autre chemin et je peux dire que delta U' est égal à delta U, quel que soit le chemin. Donc, elle ne dépend que de l'état final et de l'état initial. Donc, delta U, ce n'est que U2 moins U1. 2 points final moins initial. Donc, c'est une fonction de l'état final. Donc, c'est une fonction de l'état. Alors, on va adapter ce principe à la réaction chimique. Donc, il y a un je ne vais pas le faire, je vais le faire après définir la série 3. Donc, il y a deux autres principes. Donc, deuxième principe que je vais vous expliquer, plus un troisième principe. Donc, ça fera 4. Donc, je laisse ces deux principes comme rappel au cours de la série 4. Donc, on va adapter ce principe-là à la réaction chimique. C'est toujours l'application du premier principe à la réaction chimique. Alors, pour la réaction chimique, en général, on étudie une réaction chimique
à une pression égale constante. Ça veut dire que le plus souvent, c'est un bécher dans lequel je mélange A plus P pour qu'il se transforme en produit. Donc c'est ouvert. Ici, c'est la pression de l'environnement. C'est pression égale à constante, c'est pression atmosphérique. C'est-à-dire P égale ce qu'on appelle une atmosphère. Et pour ce type de réaction, pour plutôt les réactions chimiques, en physique, on s'intéresse à l'énergie interne ou la variation d'énergie interne, mais en chimie, on essaie d'adapter une autre fonction qui est obtenue à partir de l'énergie interne et que va s'adapter, je vais vous dire pourquoi après, pour cette réaction chimique. Donc on va définir ce qu'on appelle l'enthalpie. L'enthalpie qui est que H, c'est noté H, enthalpie, c'est égal U plus PV. Alors pourquoi on essaie de définir le H? Alors imaginez que je veux chercher un delta H, c'est égal à delta U plus delta PV. Et donc, delta H, ça sera delta U, c'est Q plus V plus delta PV, c'est P delta V moins P et moins plutôt V delta P. Or, on sait toujours que W, ce n'est que l'intégrale de P dV. Et ça, pour une pression constante, comme je vous l'ai dit, c'est P delta V. C'est moins P, ici c'est un moins, donc c'est moins P. Donc delta H est égal à Q moins P delta V plus P delta V plus V delta P. Ici, ils vont s'annuler, ça reste Q plus V delta P. Or, la pression est une constante. Comme je vous l'ai dit, on s'intéresse à delta H pour les transformations en pression constante. Donc, ça va me donner que delta H a une pression constante, puisque si la pression est constante, delta P égale 0. Donc ici, ça donne 0, donc ça coïncide avec Q, on l'appelle Q. Donc vous voyez que delta H, ce n'est que la chaleur échangée. Donc on a essayé de définir une fonction d'état. Et cette fonction d'état est égale ou coïncide avec la chaleur qui est échangée,
qui est un paramètre facile à mesurer. Il suffit d'avoir un thermomètre. Pour mesurer l'effet de cette quantité de chaleur sur le changement de température. Donc avec un thermomètre, je peux mesurer. Donc, si la pression est constante G delta H, coïncide avec Q, P, tandis si la transformation est à V constante, c'est plutôt la variation de R qui est égale à Q, qu'on appelle Q. Donc, lorsque la pression est constante, je m'intéresse à QP. Lorsque le volume est constant, je m'intéresse à QV. QV ici, c'est la variation numérique interne. QP, c'est égal à la variation de l'enthalpie. Et c'est surtout en thermochimie, c'est cette relation que l'on va utiliser. On va s'intéresser aux enthalpies de réactions qui représentent que la chaleur échangée pour un système. Et il faut savoir que d'une manière générale, si un système il échange de la chaleur, qu'est-ce qui va se produire? Et si la chaleur elle est échangée, nécessairement la première des choses qui peut avoir lieu, c'est ce qu'on appelle changement de T. Donc si un système il échange la chaleur, c'est soit sa température augmente ou diminue. Alors, deuxième phénomène qui peut se reproduire aussi, c'est ce qu'on appelle changement de phase. De phase, on appelle. C'est-à-dire changement d'état. Phase, ça veut dire état du produit ou du système, ou du composé. Ça, c'est ce que ça veut dire phase. Donc, c'est soit solide, passe au liquide, soit liquide, passe au gaz. C'est ça le changement. Donc, si je chauffe de la glace, ça va se liquéfier. Si je chauffe de l'eau liquide, il va s'évaporer. Donc, c'est ça le changement de phase. Aussi, le troisième phénomène, si la chaleur, elle est échangée, donc produite ou consommée, troisième phénomène, ça veut dire qu'il se produit une réaction chimique, parce que lors d'une réaction chimique, il y a échange de chaleur. Une réaction chimique, lorsqu'elle se réalise, soit elle perd de la chaleur, soit elle gagne de la chaleur. Ou on peut avoir simultanément les trois phénomènes. Ou les deux. Mais on ne sait pas calculer. Il faut les faire par étapes. Si il y a les trois phénomènes qui se
produisent, il faut séparer, dire d'abord ces changements de T, puis ces changements de phase, puis ces réactions chimiques, parce que il n'y a pas une formule unique pour ces trois phénomènes. Donc, 1, 2, 3. S'il y a changement de température, hein, donc si le phénomène 1 se produit, hein, donc la quantité de chaleur qui va se faire, c'est l'intégrale, hein, entre l'état 1 et 2, bien sûr, entre 1 et 2, de C, on intègre sur la température. Alors, si le phénomène de changement de phase, la quantité de chaleur, ce n'est que ce qu'on appelle LI. C'est la chaleur latente. Chaleur, on appelle latente ou enthalpie. Chaleur latente, hein, on la note LI. Ou enthalpie de changement de phase. Hein, il y a plusieurs noms. Alors, si il y a le troisième phénomène, réaction chimique, c'est le delta Q est égal à delta H de la réaction. Et delta H de la réaction, elle est dégagée ou consommée. Hein. Si la réaction, elle dégage, hein. Ça veut dire le système, la réaction, c'est le système, donc il y a une perte. On la compte négativement, elle est négative. Mais si elle absorbe, elle absorbe, ça veut dire le système, il a gagné, il a reçu, donc c'est un gain, on la compte positif. Ça, c'est les conventions, hein. Ça, c'est pas convention, on compte. Donc là, c'est les manières de calculer les quantités de chaleur. Eh bien, comme vous l'avez certainement remarqué lors de la première vidéo, la thermochimie évoque un langage très particulier. Donc, en thermochimie, il faut faire attention au langage, c'est-à-dire aux mots employés. Chaque mot veut dire ou a un sens très particulier. Donc ce langage, on va le voir au fur et à mesure, d'évoquer surtout les réactions chimiques. Donc ce langage, c'est par rapport, c'est en thermochimie qui s'intéresse, je le rappelle, aux réactions chimiques. Alors pour les réactions, comme je vous l'ai dit, en physique surtout on s'intéresse à la variation de l'énergie interne, mais en chimie, pour les réactions, il est plus pratique de s'intéresser à l'enthalpie. Alors l'enthalpie de réaction.
que l'on note delta H. Alors, d'une manière générale, puisque on va étudier les delta H pour différentes réactions, donc ce qui sont, c'est la nature de réaction, donc il faut laisser les autres paramètres constants. Déjà, hein, le delta H est adapté pour, comme je vous l'ai dit, à la pression, une pression constante, et on choisit la pression d'une atmosphère. Donc, delta H qui nous intéresse, c'est à la pression 1 atmosphère. Et delta H dépend de la température, donc pour ne pas la changer, on va se fixer, et la norme de température, c'est à 298, c'est-à-dire ici 25 degrés. On parle en degrés. Alors, pour sa notation, on la note delta H avec un petit rond. Donc, le petit rond, hein, il représente la pression d'une atmosphère, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Il n'y a pas de création de pression. Et la température, on la marque en bas en général, 90. Donc c'est delta H de réaction, hein, qu'on va étudier. Alors la première réaction particulière, donc on va étudier des réactions très particulières. Et l'une des réactions, hein, c'est la formation d'un produit. Et on appelle l'enthalpie de cette réaction, on appelle enthalpie de formation. Standard. Là, on a un nouveau mot qui est standard. Donc, on la note delta H 0, ici de formation, et bien sûr, je mets la température 298 ou 25 degrés. 298. Donc, si je note de cette façon, ça veut dire que c'est un delta H de formation standard. Et donc, je forme, hein, je continue, je forme le composé du composé X donné. Hein. Donc là, si j'ai un composé ici, je forme un composé. Alors, si je peux le former par plusieurs moyens, mais si je marque ici que la formation correspond à ce delta H de formation standard, bien sûr 298 que je ne vais pas à chaque fois la mettre. Donc, si je mets ici la formation, ça veut dire qu'ici, les réactifs, ce sont les éléments. Donc, je somme les éléments de ce composé. Sigma des éléments
de ce composé à l'état standard. D'accord? Alors, il faut savoir, pour vous faciliter la chose, standard, ça veut dire naturel. C'est-à-dire, comme on le trouve, comme existe dans la nature. Donc, sans intervention de l'homme. Donc, je le forme, ce composé, à partir de ces éléments à l'état standard, à l'état comme on les trouve à l'état naturel. Donc, je vais prendre un exemple. Si je veux former, par exemple, le CO2, gaz, en état gazeux. Donc, il faut spécifier l'état parce que l'énergie change si l'état d'un système change. Donc, il faut spécifier. Quand on dit énergie, on dit delta H. Donc, si je mets ici, c'est un delta H petit, de formation à l'état standard de ce composé. Si je mets delta H, donc la réaction correspond à la formation de ce composé. Il est composé. Alors, ça veut dire composé, il y a un mélange مركب composé de deux éléments. C'est quoi ces éléments? Les éléments, ce sont l'oxygène et le carbone. Donc, il y a les éléments carbone plus l'élément oxygène en premier. Et on dit à l'état standard, c'est-à-dire à l'état naturel. Alors, comment on trouve le carbone à l'état naturel? C'est pas C2, c'est pas C3, c'est C. Fer, c'est C, le carbone. Et le carbone, il est comment? Il faut spécifier sa nature. Alors, il est sous forme de C, c'est atomique, mais c'est insolide. C'est pas gaz. C'est pas liquide à l'état naturel. Faire la nature, solide. Alors, l'oxygène, à l'état standard, par contre, il est moléculaire. Il n'est pas O. Il n'est pas O3. Il n'est pas O4. Il forme une molécule diatomique qui a deux atomes. Donc, c'est O2 à l'état gaz. Donc, il y a la réaction de formation. Si je forme CO2, je dois mélanger le carbone avec l'oxygène O2. Alors, si je veux former H2O, alors l'eau, il peut être liquide, gazeux, solide, je vais le mettre pour le cas du liquide. Alors, le composé H2O, il est formé de deux éléments, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, l'oxygène, on a dit à l'état standard, il est égal à O2, c'est sous forme de O2. Et l'hydrogène, c'est pas H, c'est moléculaire aussi. L'hydrogène, c'est H2 et il est dans la nature en l'état gaz. Donc, c'est ça, delta H. C'est ça la réaction de formation de H2O. Donc, donnez surtout aux exercices, on vous donne delta H de formation. Donc, c'est à vous de la trouver. Vous voyez que c'est facile. Imaginez que on me donne une valeur de delta H de formation de C2
H5OH, l'éthanol, hein, et je vais dire que c'est pour le cas du liquide. Donc, si on me donne son delta H de formation, delta H de formation égale à temps, ça veut dire que c'est pour cette réaction que je dois savoir écrire. Donc, si on vous donne, hein, on vous donne delta H de formation, on ne vous donne pas la réaction. C'est à vous de trouver la réaction. Donc, pour se composer, il est constitué de 3 éléments: carbone, hydrogène et oxygène. Donc, carbone plus hydrogène plus oxygène. Alors là, pardon, hein, avant, ici, j'ai oublié d'équilibrer. Donc, ici, c'est un demi de O2, un demi de O2. Donc là, le carbone, il est C, c'est solide. L'hydrogène, c'est H et c'est un gaz. O2, c'est un gaz. Alors, quand il s'agit d'un gaz, je ne vais pas écrire entre parenthèses. Je ne spécifie, hein, pour économiser l'écriture. Donc, surtout sur une tablette sur laquelle je vous prépare la vidéo, hein, le stylet n'écrit pas très bien. C'est un stylet que j'ai pu bricoler. Donc le H2 est un gaz, et donc ici je vais mettre 3 et là un demi. Parce qu'ici c'est hydrogène et là c'est 2. Donc ce sont, hein, des réactions ici qu'on appelle formation. Là, un autre type de réaction, hein, c'est particulier, c'est l'enthalpie de combustion. C'est l'action de O2. Que l'on note, delta H, toujours rond ici il faut, hein, puisque c'est à pression constante et à pression en atmosphère, et en bas la température c'est 298, et on la note combustion ici, et on met virgule, la température c'est 298, ou des fois, hein, c'est on note 25 degrés. Donc la combustion, c'est l'action d'un produit sur l'oxygène. Par exemple, la combustion du carbone, Fr, solide, c'est l'action de O2 sur ce composé. Alors, en général, la combustion, si le produit contient du carbone, il se transforme en CO2. Et ici, O, et là c'est gaz, et là c'est gaz, donc je ne le spécifie pas. Donc ici, je la note delta H, 0 de combustion, 25 degrés C de CO2. Donc si on vous donne la valeur delta H, c'est à vous de trouver la réaction. Alors, si, par exemple, le composé contient du carbone
et de l'oxygène, comme c'est le cas de C2H6 gaz plus O2, ça donne, puisqu'il contient du carbone, le carbone, donc CO2, s'il contient le H se transforme en H2O, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'état liquide. Et après, je vais équilibrer. J'ai 2 carbones ici, donc j'aurai 2. J'ai 6H, donc j'ai 2. On va voir. Et après, j'équilibre avec l'oxygène. Ici, j'ai 2 CO2, donc 2, 4, plus 3. Donc là, finalement, j'ai 7 atomes. Donc, je mets 7 ici. Alors, 7 fois 2, ça fait 14, mais il y a 7, donc c'est 7 demi pour avoir les mêmes. Donc, c'est le delta H de combustion, delta H de combustion de ce produit, c'est de H6. De même, un autre exemple, c'est l'alcool, c'est de H5H donne plus O2, l'action de nos deux. Alors, je dois spécifier ici la nature. Imaginez que c'est un liquide. Alors, le composé contient du carbone, donc ça va donner CO2. Il contient aussi de l'hydrogène. Il va se transformer en H2O et liquide ici. Donc, de C ici, j'aurai ici 6, donc ça fait 3. Puis, j'équilibre avec l'oxygène. Ici, j'ai 7 à droite. Donc, il me faut 7 à gauche. Donc, déjà ici, 1. Donc, ici, il me faut 6. Ça fait 3. Donc, c'est le delta H aussi de combustion de ce produit. Et il faut savoir que la combustion, ça veut dire l'association. Quand on fait une combustion, il y a de la chaleur, il y a dégagement de chaleur, et donc le système perd. Et en général, la combustion, delta H de combustion, en général, elle est négative parce que le système, c'est de la chaleur. Il perd le système, la réaction. Et la chaleur, ça nous fait réchauffer. C'est pour ça que l'on utilise le butal pour faire de la cuisine. Alors, troisième type de réaction, c'est enthalpie de réaction. Elle n'est pas particulière, enthalpie de réaction. Une réaction quelconque. C'est pas formation, c'est pas combustion, c'est pas hydratation, par exemple, mais c'est une réaction quelconque. Alors, dans ce cas, j'ai les produits A+, donc elle n'a pas de nom spécifique, donc A et P donne C+. Ça veut dire que réactif donne produit, en quelque sorte. Donc ici, cette réaction, elle a un delta H de la réaction. Alors, par définition, delta H de cette réaction, ce n'est que la différence des delta H
des produits, c'est toujours à l'état standard, hein, j'oublie, hein, des produits, moins delta H hein, des réactions. Donc ici rond, ça veut dire ici rond, c'est-à-dire le tout à pression atmosphérique. Et là, ce sont des delta H de formation. Ça, c'est réaction, et ça, mais la différence, c'est formation. Parce que H, c'est une fonction d'état, donc c'est delta H final moins delta H initial. Donc c'est la droite qui sont les produits moins les réactifs. Donc ça veut dire que pour par exemple ce cas, delta H de réaction, si je veux la déterminer, c'est pas à partir de delta H de formation des réactifs et des produits. Donc ça veut dire qu'ici c'est delta H de formation de C plus delta H de formation de D moins delta H de formation de A moins delta H de formation de B. On n'a pas la loi, hein, on l'appelle ici la loi de Hess, final moins initial. Alors, donc si j'ai les delta H de formation, je peux facilement déterminer un delta H d'une réaction. Or, des cas où si on n'a pas de delta H de formation, hein, mais si on n'a pas dans les données les delta H de formation, et si je veux trouver un delta H de cette réaction, A plus B donne C plus D, je veux son delta H de réaction. Je la cherche. Et j'ai un certain nombre de données qui ne sont pas des delta H de formation. Donc nécessairement, il faut que j'utilise ce qu'on appelle la méthode de la combinaison linéaire des données. Ça veut dire qu'il faut que j'écrive les données. Et généralement, on donne, par exemple, A plus B, ça va donner E plus F. Je vais écrire l'autre donnée, F donne G plus H. Et G plus H, ça va donner C plus D. Et pour chaque cas, j'écris son delta H1, ici delta H2, là delta H3, avec leurs valeurs qui sont bien sûr données. Ensuite, je tire un trait. Donc, ici, ce sont les données. Données sur l'énoncé. Donc, je tire un trait et j'écris la réaction finale pour laquelle je dois chercher C plus D. Et là, c'est delta H que je cherche. Donc, pour trouver delta H, il faut chercher comment. Il faut combiner, associer ces réactions
pour trouver celle-là. Donc, ça sera une combinaison linéaire et il faut garder la même combinaison pour ce delta H. C'est ce qu'on appelle la méthode de la combinaison. Pour trouver la bonne combinaison, il faut chercher la bonne combinaison pour la réaction. Il faut garder la même combinaison. Par exemple, si A ici dans les données là, ici A est à gauche, donc je dois utiliser multiplier par 1, etc. Donc je ne peux le montrer que sur un exemple de la série. Donc ici par exemple, dans ce cas, delta H que je cherche, ce n'est que delta H1 plus delta H2 plus delta H3. C'est pour ça que l'on appelle la combinaison. Combiner, c'est associer. Alors, il y a une autre méthode aussi, qu'on appelle aussi la méthode, soit du cycle. Personnellement, je l'appelle méthode des deux chemins. C'est-à-dire, cette méthode, elle utilise la propriété que H est une fonction d'état. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas du chemin. C'est-à-dire delta H pour un cycle, si c'est un cycle, c'est égal à 0, puisque l'état final, c'est la même chose que l'état initial. Donc, si on regarde ça sur un petit schéma réactionnel, on peut comprendre. Imaginez que, comme tout à l'heure, je veux chercher la réaction A donne B et donne plutôt C plus D. Et là, je veux son delta H de cette réaction. Donc, pour le faire, je vais essayer d'imaginer un autre chemin que le chemin direct. Si je vais de A et B vers C plus D, je vais essayer d'imaginer un autre chemin, mais ce chemin, il faut qu'il soit être guidé par les données. Donc, si je choisis un autre chemin, c'est-à-dire que je forme ce produit à partir de d'autres réactions, il faut que les delta H de ces réactions correspondent à des données. Donc, je vais dire que d'abord, A plus T, ça va se transformer en des espèces. Puis, là, ça va donner aussi d'autres espèces. Et puis, après, j'arrive ici. Donc, si c'est là, j'ai un delta H1. Là, j'ai un delta H2. Là, c'est delta H3. Il faut que ça soit des données. Parce que je dois dire que delta H, selon le chemin 1, est égal à delta H selon l'autre chemin 2.
C'est-à-dire ça c'est 1 et ce chemin, l'autre c'est 2. Donc delta H de la réaction selon l'autre chemin, ça c'est 1, est égal à l'autre chemin de 2 où je vais avoir un delta H1 plus un delta H2 plus delta H3. Vous voyez que c'est facile. Autrement, on l'écrit sous forme de cycle. Je vais dire que sur le cycle ici, si j'écris, je pars de A plus B jusqu'à A plus B, donc formé de cycle. Donc pour le former, là c'est delta H1 plus, donc là je pars d'ici. Là, delta H1 plus delta H2 plus delta H3. J'arrive là. Donc là, ça fait comme ça. Je suis contre le delta H. Donc je dois le compter négativement, delta HR. J'arrive à cette relation puisque je dis que pour le cycle, delta H, la somme est nulle. Donc on va le voir plus concrètement sur des exemples de la série. Alors en dernier lieu, ce qu'il faut savoir aussi pour aborder la série, donc vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de formules dans la thermochimie, mais surtout il y a le langage. Il faut faire attention aux mots utilisés, aux énoncés. Il faut les souligner à chaque fois. Donc, une dernière chose que je dois vous signaler et qu'il faut apprendre, c'est que il y a une relation entre delta H de la réaction, T, une réaction donnée, et delta U, à l'état standard bien sûr. Donc il faut chercher, vous savez qu'on avait défini que H égale U plus PV. Donc delta H égale delta U plus delta PV. Donc delta H égale delta U plus V delta P plus P delta V. Et delta U, c'est Q. Je la laisse comme ça. Pardon, là. Je vais laisser ici PV. Donc, je vais dire que delta H1, l'état standard, pour une réaction chimique à la température T est égal à delta U, 0 à T, plus delta PV. Et delta, ça représente final moins initial. Et pour une réaction chimique, c'est produit moins des réactifs. C'est droite moins gauche. Donc delta, c'est
c'est la fonction PV de droite sur PV de gauche. Alors PV, ça contient une pression. Or, ce qui va contribuer à la pression, ce sont les gaz. Uniquement les gaz qui font la pression. Parce qu'un solide ou un liquide ne contribue pas à la pression. Donc le produit PV, c'est de la partie gazeuse. Delta. Donc ici, c'est un produit PV et c'est un gaz. Donc si c'est un gaz, on va le considérer comme gaz parfait. Alors pour le gaz parfait, on sait que PV égale nRT. C'est N fois RT. Donc ici, delta PV, ce n'est que delta RT. nRT. R, c'est une constante, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température, elle est constante ici. On travaille à température constante. Ce qui change, c'est N. Donc c'est égal à R, T, delta N de la phase gaz. Donc il faut compter que les gaz. Donc delta H à T à rond est égal à delta H est plutôt est égal à delta U rond ici, pression atmosphère, T là, plus RT delta N de la partie gaz. Donc c'est la relation, une relation supplémentaire à apprendre. D'accord? Donc ici, je dois préciser que la variation du nombre de moles, c'est delta N du gaz, égale le nombre de moles de gaz à l'état final, c'est-à-dire droite, la réaction, moins le nombre de moles gazeux. Il ne faut pas compter le liquide ou le solide, puisqu'il ne contribue pas à la pression. Et ainsi, j'ai fini le rappel relatif à la thermochimie qui va être nécessaire pour résoudre les exercices de la série 3. Voilà. Une partie de rappel de cours sera consacrée à la série 4. Et merci.